c'est à Rafik de vous présenter le prochain Oui, communicant qui est notre ami professeur Mohamed Radouane. Donc, c'est à Rafik de le présenter. Merci, d'accord. c'est Mohamed. Oui, Vous m'entendez? oui, Oui, très oui, bien. très bien, Rafik. Donc, nous sommes très heureux d'accueillir notre ami, c'est Mohamed Guedouane. C'est un ami et je l'ai connu au Maroc. C'est un excellent chirurgien, un excellent ami. Et sa gentillesse, elle est exemplaire. Il va nous présenter un cas très intéressant sur le cancer de la prostate localisé et on passera tout à l'heure pour les questions. Donc, à vous la parole, c'est Mohamed et je vous souhaite donc le succès dans ta vie et la santé. Merci, mes amis. C'est Mohamed Harouni, euh, c'est Kamel et tous les messieurs. Je remercie aussi les présentateurs et, et aussi je remercie Monsieur Chariat pour l'exposé extraordinaire qu'il a fait. Quand on entend sa présentation, ça nous donne l'envie encore de bosser plus sur le cancer de prostate. Et je remercie tout le monde pour ce magnifique webinaire maghrébin qui revient de loin après 2 mois d'absence. Le cas que je vais présenter, d'abord, je remercie aussi Sidi Mohamed qui a présenté un cas intéressant et je vais commencer par là où il a terminé. Il a terminé par une phrase, l'intérêt des RCP. Je vous dis, moi, l'intérêt des RCP est devenu une nécessité. Pourquoi? C'est loin de le signaler comme un moyen, un outil ou de défense dans le médico-légal, mais ça permet aussi de discuter et de prendre la bonne décision. Auparavant, quand on parlait, quand on discutait individuellement, quand on prenait en charge individuellement le cancer de prostate, on ne donnait pas grand-chose, on n'arrivait pas à grand-chose. Donc, quand on a commencé à faire les RCP, on se complémentarise avec les cancérologues. Et là aussi, je vais aujourd'hui, à travers ce cas clinique et surtout à travers 2 points de discussion, je ne vais pas être long parce que je n'ai que 20 minutes, signaler l'importance de nos collègues cancérologues et aussi signaler l'importance de nos collègues anatomopathologistes. Vous allez voir que je vais souligner surtout l'importance de l'anatomopathologie parce que quand on donne la diagnostic histologique qui est à la base de toute cette discussion, de tous ces problèmes, c'est l'anatomopathologie, c'est les yeux de l'anatomopathologie qui nous permettent, qui nous avancent. C'est pour cela qu'aujourd'hui, si à travers les 2 points de discussion que se lève mon cas clinique, je vais vous dire une chose très importante, que l'anatomopathologique, il est au centre de cette prise en charge. C'est lui qui vous donne le moyen ou l'analyse qui vous permettra d'asseoir le bon traitement et de discuter autour de ce qu'il a donné. Donc, le cas clinique que je vais présenter aujourd'hui, ça n'avance pas, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Il s'agit d'un patient de 61 ans. Sa symptomatologie remonte à 2013, principalement par une dysurie, un jet urinaire faible et 2 épisodes d'hématurie, mais non significatifs. L'examen surtout, notamment le toucher rectal, a mis en évidence une hypertrophie prostatique, mais de consistance ferme dans sa totalité. Il avait 2 PSA. Il avait un PSA qu'il a réalisé en 2011 qui était de 4,5 nanogrammes par millilitre et il avait un PSA dosé en 2017 qui a été de 18 nanogrammes par millilitre. Et bien sûr, et évidemment, nous avons réalisé, comme on le fait chez nous, 12 carottes biopsiques systématisées, pratiquement 2 carottes dans chaque région, donc 6 par lobe et 2 par région basale, médiane et apicale. Et nous avons donc posé le diagnostic, nos anatomopathologiques, pas nous, d'adénocarcinome prostatique, score de Gleason 7, mais avec une prédominance du grade 3. Et 3 carottes étaient positives sur l'ensemble des carottes. C'était un cancer quand même qui est significatif. Ce n'est pas le 6 non significatif, c'était un 7, mais sur les données de la biopsie,
un 3 plus 4 et pas un 4 plus 3. Donc, nous l'avons automatiquement et rapidement mis dans les stades de D'Amico dans le risque intermédiaire. Et s'il est dans un risque intermédiaire, automatiquement, il faut faire un bilan d'extension qui doit comporter obligatoirement un examen qui va évaluer le risque d'atteinte ganglionnaire, notamment la TDM abdominale ou l'IRM multiparamétrique ou l'IRM pelvienne, et évaluant aussi le risque d'atteinte osseuse par la scintigraphie osseuse ou par l'IRM corps entier, dont M. Chariat a bien précisé, a insisté sur l'IRM à corps entier. C'est vrai, le seul désavantage de cet IRM à corps entier, c'est qu'il est cher chez nous, il reste encore excessivement cher par rapport à la scintigraphie osseuse. L'IRM prostatique, non seulement il va diagnostiquer une atteinte ganglionnaire et mettre en évidence parfois avant biopsie, parce que ce bilan d'extension, nous, on l'a fait, cette IRM, on va la faire en post-biopsie. Donc, l'IRM, parfois, il va même pouvoir rechercher des franchissements capsillaires, inversement des vésicules séminales, qui pourra aussi conduire au changement d'attitude thérapeutique. Donc, cette IRM, quoi qu'il a été fait en post-biopsie, elle avait mis en évidence quand même 2 foyers suspects, PIRADS 4 et 5. Donc, nous l'avons fait dans cette IRM dans un bilan d'extension qui n'a pas mis en évidence de ganglion, n'a pas mis en évidence de franchissement capsulaire, ni de vésicule séminale. Donc, c'était soi-disant, sur les données de l'imagerie, un cancer localisé, purement localisé, et la scintigraphie automatiquement, évidemment, il n'y avait pas de localisation sur la scintigraphie. Donc, je m'arrête là pour un premier point de diagnostic. Je vous résume: 61 ans, un PSA, le dernier PSA 18 nanogrammes par millilitre, biopsie 3 carottes positifs avec un score de Gleason 7 avec un grade 3 majoritaire et un bilan d'extension sans particularité. Qu'est-ce qu'on me propose? Moi, peut-être qu'il y a devant vous des choix à faire. Qu'est-ce qu'on propose à ce malade? Qu'est-ce qu'on va lui proposer? Eh bien, voilà, c'est vrai. La majorité écrasante, prostatectomie radicale, radiothérapie aussi, on peut la proposer. La chirurgie aussi, c'est un intermédiaire. La prostate n'est pas de grand volume. Effectivement, tous les choix là donnés par nos collègues sont bien, mais quand même, la prostatectomie, dans ce cas particulier, reste le gold standard de cette prise en charge. Dans notre RCP, effectivement, de notre hôpital, l'hôpital où je travaille, l'hôpital international universitaire Cheikh Zayed, on était tous d'accord à ce qu'il faut proposer à ce malade une prostatectomie radicale. On va revenir quand même prostatectomie radicale, mais nous avons aussi notre avocat qui est la bibliographie. On va pouvoir se justifier. Vous avez cette classification de D'Amico, cet article-là de 1998 qui a quand même 22 ans. Il n'a jamais vieilli. Les trois stades de risque de D'Amico, cette classification n'a pas vieilli. Et quand on est au niveau de stade intermédiaire, on sait que la survie sans récidive biologique est estimée à 10 ans et d'environ 50% après traitement local. Je ne dirais pas après prostatectomie, mais dans l'étude de D'Amico, c'est après traitement local. Mais dans ce groupe de risque intermédiaire, effectivement, il y a une hétérogénéité. Tout le monde la reconnaît, cette hétérogénéité pronostique, parce que les prédictions de survie sans récidive fournies par l'application de nomogramme de Caton ou celle de pronostic de Guia, ils montrent une diversité, une hétérogénéité. Ce groupe de risques-là nous renvoie sur pourquoi cette hétérogénéité, pourquoi il y a cette hétérogénéité. Il y a cette hétérogénéité parce qu'il y a 2 sous-groupes dans ce groupe de risques. Il y a 2 sous-groupes. Un sous-groupe où le nombre de carottes positifs est inférieur à 34%. Quand on est dans ce groupe, le traitement monothérapique est possible
Et la survie là est très importante, on l'estime à 85% sans récidive biochimique à 5 ans. Mais quand on tombe dans le sous-groupe de risque intermédiaire où le nombre de carottes ou la masse tumorale est très importante, le nombre de biopsies est supérieur à 50%, là, vous voyez que la survie sans récidive biochimique il tombe à 30% à 5 ans. Donc, c'est un groupe hétérogène, effectivement. Et c'est pour cela que parfois, comme a dit mon précédent, que celui qui a présenté devant moi, qui a avec ce travail, effectivement, cette présentation, il m'a facilité, il m'a balisé le chemin parce que sa présentation était exhaustive. Et il a rapporté pratiquement ce que je résume là. Ça veut dire que les RCP, non seulement est devenu une nécessité, mais il est devenu une obligation. Une obligation parce qu'on traite cas par cas. Il faut discuter tous les cas de cancer de prostate, depuis le début, depuis le diagnostic jusqu'à la fin. Là, je reviens à cette classification pronostic d'Amico. Là, on se situe dans ce groupe intermédiaire et là, on sait, regardez-moi cette courbe bleue qui correspond à la chirurgie et la verte qui correspond à la radiothérapie externe, ben, ils sont côte à côte, c'est-à-dire dans ce groupe intermédiaire, effectivement, on pourrait utiliser l'un et l'autre, mais la chirurgie reste quand même l'option la plus utilisée. Effectivement, ben, si on veut résumer les données de la littérature dans ce groupe de risque, voilà les traitements standards validés, voilà qui sont en cours d'évaluation, ben, on retrouve pratiquement, on traduit pratiquement la courbe qui était montrée dans la slide précédente. Et puis, la prostatectomie radicale, effectivement, c'est le gold standard, mais quand même, il faut l'utiliser à bon escient. On ne peut pas l'utiliser chez des patients qui ont une espérance de vie inférieure à 10 ans. On ne peut pas aussi l'utiliser chez des patients tarés ou qui ont un ASA important. Donc, prostatectomie, c'est le gold standard. Dans ce groupe de risque, oui, c'est sûr, parce que dans une étude précédente, quand on a comparé l'apport de la chirurgie dans ce groupe chez les patients de moins de 65 ans, on a montré, effectivement, avec un niveau de preuve 2, qu'il donne de bons résultats. Il améliore la survie spécifique et la survie globale. Ce malade, nous l'avons opéré le 2 décembre 2019, prostatectomie radicale avec curage des deux côtés. Et puis, je vous ai parlé tout à l'heure de la napate, parce que le napate, il nous dit de lui envoyer la pièce comme ça. Ne pas toucher à la pièce. Il ne faut pas ouvrir la pièce, il ne faut pas couper la pièce, il faut juste la mettre dans le formol pour la fixer. Et si vous voulez vraiment voir qu'est-ce qui est là-dedans, venez à la napate pour voir la macroscopie. Et pour mes internes, tous mes internes, quand ils passent dans le service, on les oblige à suivre les pièces à la macroscopie. On les oblige, mais c'est très important dans la formation parce que avant d'établir un compte rendu, mais il y a des étapes, très importantes, des étapes très importantes et intéressantes. Et la pièce, elle est fixée, elle est coupée, les deux lobes, puis elle est tranchée, puis la vésicule séminale est coupée, le canal déverrouillé, c'est un travail énorme. Quand on reçoit le compte rendu, on se dit c'est rapide, la napate, c'est rien. Non, la napate, c'est tout un travail derrière. Et parce que ce travail, il a une grande responsabilité. C'est les yeux de l'anatomopathologiste qui nous permet de discuter en RCP. C'est les yeux de l'anatomopathologiste et la qui nous permet de faire ceci. Donc, notre malade était classé PT2, N0, MXR0. Il y avait 6 ganglions du côté droit négatif et 8 du côté gauche négatif. Le Gleason là, effectivement, il est resté 7, le score de Gleason, mais le grade prédominant était 4. Qu'on dirait le 7 s'est inversé. Si on revient, si on veut tirer tous les facteurs péjoratifs, soit dans la pièce opératoire, soit dans les éléments en préopératoire. L'estimation du risque de progression sur les variables préthérapeutiques, nous avions automatiquement pratiquement une T1 au toucher rectal presque normal. Il n'y avait pas de nodule au toucher rectal. Il y avait un score de Gleason qui était 7, mais majorité à la biopsie, je dirais. Mais il y a le seul élément péjoratif chez ce malade, c'est qu'il y avait une vélocité importante, parce que le PSA est passé en 2011 de 4,7 à 17 en 2017. Et donc, il y a une vitesse très importante. Et il y a 3 carottes positives sur 12. Les vésicules n'étaient pas touchées. Par contre, dans la pièce, dans l'anapate de la pièce, il y a un seul élément péjoratif, c'était le Gleason. Il y avait un grade 4 majoritaire.
Là, notre malade a repris sa continence complètement au cours du premier mois. On a débuté chez lui le Cialis 5 mg comprimé par jour pendant 3 mois en post-op. Le malade a repris son activité sexuelle avec des injections intracaverneuses et son PSA post-opératoire à moi était de 0,035. Il était inférieur à 0,02 à 3 mois. À 9 mois, il était de 0,09 et en 15 mois, elle était de 0,024. Le dernier PSA, il a un tout petit peu bougé en hausse, c'est vrai. Il y a quand même, mais il reste toujours à 0,024 à 15 mois post-opératoire. Là, je vais m'arrêter dans un deuxième point de discussion, comme je vous ai dit. Je n'ai que 2 points de discussion. Comment on va gérer ce malade? Est-ce qu'on peut déclarer le malade guéri à 17 mois? C'est une question que je pose de façon peut-être empirique, mais là, on est dans un cas interactif. Il faut qu'on discute entre nous. Est-ce qu'il faut surveiller le malade? Est-ce qu'on propose un traitement complémentaire à base de radiothérapie chez ce malade? Voilà, donc pratiquement 94%, je dirais 100% surveillance. Je crois que moi personnellement, ça me fait plaisir parce que effectivement, le cancer de prostate qui était des années auparavant un mystère, il nous dérangeait, il nous diagnostiquait les malades cas d'état métastatique, des métas localement avancés difficiles à gérer, comme présentait mon collègue avant moi. Mais franchement, ces difficultés de cette pathologie nous a fait beaucoup d'enseignements, nous a obligés de faire des RCP, de discuter de façon collégiale. Il n'y a pas d'ego là. Il n'y a pas un cancérologue qui est meilleur que le chirurgien ou le chirurgien qui est meilleur que le cancérologue. C'est les RCP, c'est la démocratie. Et effectivement, notre RCP aussi a décidé une surveillance du PSA tous les 6 mois. Voilà, mes chers amis, ma présentation de ce cas particulier et je reste à votre disposition pour toute discussion ouverte. Merci beaucoup, M. Mohamed, pour cette excellente présentation claire et précise. Donc, c'est un cas classique de cancer de prostate localisé qui a bénéficié d'une prostatectomie radicale. C'est le gold standard actuellement. Malheureusement, je ne sais pas au Maroc, en Algérie, le gold standard, c'est la prostatectomie robotique, mais on n'a pas de robot en Tunisie actuellement. On faisait uniquement la rétropénienne. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Je cède la parole aux organisateurs pour voir s'il y a des questions parce que je n'ai pas accès aux questions. Il y a, Séraphiq, il y a une question qui pose la place de PET scan dans la surveillance en post-chirurgie, dans le cas de C. Mohamed. Franchement, c'est que le PET scan, il est cher. Chez nous, peut-être que dans tout le maghrébin, il est cher. Mais il y a quand même un outil avant le PET scan. Le PET scan, on y arrivera quand le PSA devient détectable. Quand il reste indétectable, pourquoi aller faire le PET scan? On ne va pas le systématiser. Et là, sa place, quand le PSA devient détectable, effectivement, nous avons vu la présentation, les 2 présentations qui me précèdent, surtout le PMSA. Le PSMA, c'est un PET scan qui va faire beaucoup de ravages quand il va rentrer chez nous. Vous savez qu'on n'est pas contre les PET scans, c'est Mustapha. Le coût de PET scan, le PET scan, il faut l'étudier à bon escient parce que le coût est très important. Du moment qu'on a le PSA, et si le PSA déborde, si le PSA revient, si le PSA est détectable, peut-être on pourra le discuter. Mais toujours est-il, je crois, il faut toujours le discuter en RCP. Il faut toujours discuter en RCP parce que dans le RCP, il y a le radioisotope, il y a tout le monde. Et quand on prend une décision ensemble, ça ne va pas dire que le PET scan est en ville, qu'on va pouvoir
l'imposer aux gens. Dire, il ne faut pas faciliter la prescription de PET scan. Oui, c'est Mohamed, je rejoins votre remarque. Actuellement, il est admis par toutes les sociétés savantes qu'une exploration post-prostatectomie radicale ne doit être réalisée qu'en cas d'augmentation du taux de PSA et surtout le taux de dédoublement. Si on a un taux de PSA stable, on ne demande pas des explorations, quelle que soit leur nature. Donc, le principal facteur pour demander des explorations, c'est le dédoublement de PSA. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Moustapha? Oui, apparemment, on a des oncologues avec nous, des radiothérapeutes, et qui applaudissent en disant sur la RCP. Et donc, moi, je pense, c'est Mohamed, il a été le meilleur messager pour ça. Non, je suis pas. En fait, Non, ben, l'hypocrisie, c'est ce qui tu est sais très soulevé. bien que Alors, dans il la y a, il y a structure où une je question. travaille, il y a une RCP chaque lundi pour Oui, oui. l'urologie. Et il y a des RCP partout au Maroc maintenant, dans toutes les structures. Et non seulement aujourd'hui, non seulement je voulais insister sur RCP, mais il y a un rôle que nous avons, qu'on a tendance de l'oublier, c'est le rôle des anatomopathologistes. Vous savez que toutes ces réunions-là, ce webinaire qu'on est en train de faire sur le cancer de prostate ou sur toute la cancérologie, s'il n'y avait pas d'anapathe, c'est le service d'anapathe qui est le plus important. Pour être modeste, et la pièce maîtresse de tout ça, c'est l'anatomopathologie. Moi, Ben, c'est tout le monde, hein. franchement, il y a quand les internes passent dans le service, moi, je les oblige, quand une pièce tombe, soit du rein, soit la prostate, soit la vessie, de suivre la pièce, d'assister à la macro. C'est très important. C'est très important. D'accord. Quand on accouche un compte rendu, on doit savoir que les anatomopathologistes, pour l'accoucher, ils ont fait un travail énorme. Je leur jette pas Alors, de fleurs, mais c'est devenu obligatoire, le RCP. d'accord. Sidi Mohamed, il y a une question. Pourquoi, c'est Dr Ghazi, pourquoi le patient a été classé en stade intermédiaire alors qu'il a une classification en T2C? Non, T2C. non, T2C, non. Pourquoi T2C? Alors ça, c'est une remarque qui a été envoyée. Non, toucher rectal, pratiquement, c'était une hypertrophie prostatique indurée, mais il n'y avait pas de nodule dans toute la prostate. Pourquoi T2C? Je crois que peut-être Razi, quand il a posé la question, sur les données de l'anapathe définitif, il y avait le cancer dans les deux lobes. Mais ça, c'est un diagnostic, on peut pas, c'est un diagnostic histologique là, à ce moment-là. C'est pas clinique. D'accord. Il y a une question technique avant de faire passer la parole. Il y a une question technique. Ils disent, alors, avez-vous une astuce pour entamer le plan vésico-prostatique postérieur et aborder le dénonvillé par voie intégrale? Alors, par rapport à celui qui pose la question, ça lui pose des difficultés, surtout s'il y a un lobe médian. Je n'ai pas compris la question, je n'ai pas entendu plutôt. Alors, la question, est-ce que tu as une astuce pour entamer le plan vésico-prostatique postérieur pour aborder le dénonvillé par voie intégrale, surtout quand il y a un lobe médian? Quand on fait la céliosée, il faut l'aborder par voie antérograde. C'est en célio, mais en chirurgie classique, on n'aborde jamais le dénonvillé par voie antérograde. On n'ouvre même pas le péritoine. Quand on aborde la prostate par chirurgie classique, on travaille dans le résus, en sous-péritonéal. Donc, on n'ouvre pas le péritoine par voie antérograde, mais en célio, c'est automatiquement, il faut aborder en antérograde, en célio, c'est en célio. En chirurgie classique, non, c'est de façon rétrograde. Alors, je pense une dernière question. Oui, Dernière question qui vient du docteur Mbala de la Mauritanie. oui, vas-y. La dernière question, il vous demande, Mohamed, est-ce que la taille de la prostate est un facteur limitant de la prostatectomie radicale? Pour une prostate qui est de 100 ou 120 grammes, est-ce que vous faites une prostatectomie radicale ou non? Franchement, la taille de la prostate ne doit pas limiter la prostatectomie, mais elle la rend difficile. Elle la rend très difficile. Donc, elle est toujours faisable, quelle que soit la taille. Bien sûr, quand on opère en classique, on opère en sous-péritonéal dans le rédus, c'est exigu. Oui. C'est vrai que quand la taille de la prostate est grande, la difficulté est importante. Quand on Je opère suis d'accord avec vous. Voilà.
Merci beaucoup, c'est Mohamed. Merci, je passe la parole. Merci À à la vous.